régime d'occupation israélien continue son offensive génocidaire contre la bande de Gaza, tuant de plus en plus de femmes et d'enfants innocents. Depuis l'aube, une vingtaine de Palestiniens ont péri lors d'attaques menées à travers la bande de Gaza sous blocus. Le dernier bombardement a visé des tentes abritant des familles déplacées près d'une école du camp de réfugiés de Shati, faisant 5 morts et près d'une dizaine de blessés. 9 personnes cherchant à obtenir de l'aide humanitaire ont également été tuées dans une attaque du régime sioniste dans le centre et le sud de Gaza. Sur le terrain, Israël poursuit son offensive militaire sur la ville de Gaza, ville qu'Israël veut occuper complètement en contraignant de force près d'1 million de personnes à fuir. Des tirs d'artillerie lourde ont frappé plusieurs quartiers de la ville. Israël a annoncé son intention de mobiliser 60 000 réservistes dans les prochains jours. Le régime israélien a lancé sa guerre génocidaire contre Gaza en octobre 2023. Depuis, près de 62 200 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, ont été tués. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a vivement condamné l'approbation par l'armée israélienne d'un plan visant à occuper la ville de Gaza. Le mouvement qualifie cette opération d'escalade supplémentaire de la guerre génocidaire menée par le régime israélien à Gaza depuis plus de 22 mois. Selon le Hamas, l'opération dite les chariots de Gideon constitue également une preuve flagrante du mépris de Tel Aviv pour les efforts de cesser le feu à Gaza. Le mouvement Hamas ajoute que le régime terroriste israélien insiste à poursuivre sa guerre barbare contre des civils innocents, et ce, malgré l'approbation par le Hamas de la dernière proposition de paix présentée par les médiateurs. Le Hamas affirme que le refus du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'accepter cette proposition de trêve prouve qu'il est le véritable obstacle à tout accord et qu'il ne se soucie pas de la vie des captifs israéliens détenus à Gaza. Le mouvement Hamas insiste sur le fait que cette nouvelle opération israélienne échouera tout comme les précédentes et que le régime sioniste ne parviendra pas à ses objectifs. Le Hamas met en garde d'Israël et l'administration américaine qu'ils seront entièrement responsables des conséquences de cette opération criminelle qui vise à détruire ce qu'il reste de vie à Gaza. Les chefs de l'armée israélienne d'occupation en guerre depuis 2 ans, eux-mêmes ont dit que leurs effectifs étaient fatigués. Certains réservistes ont protesté, se sont mis en grève, et donc ce nouvel appel de 60 000 réservistes risque de provoquer des remous dans la société israélienne, et ce serait d'ailleurs très favorable pour faire pression sur ce gouvernement qui a été qualifié de suicidaire par des Israéliens eux-mêmes, par des ambassadeurs Israël même, qui a été qualifié de fasciste par certains, en Israël même, et qui est maintenant critiqué presque partout dans le monde, sauf à la Maison-Blanche, où le président Trump, sans doute mal informé, peu connaisseur de l'histoire du Moyen-Orient, qui a peu d'empathie pour les populations, continue à soutenir mordicus l'État israélien, son armée et ses extrémistes qui prétendent conquérir et annexer la Cisjordanie et détruire Gaza complètement, en faire partir la population. De plus en plus de pays maintenant critiquent fermement l'État israélien tel qu'il est actuellement, l'Australie, la France, et des efforts sont constatés pour essayer de mettre au point une coalition internationale avec des pays européens et des pays arabes limitrophes d'Israël afin de contrecarrer ces manœuvres militaires
que veut entreprendre ou qu'entreprend déjà l'armée israélienne. Le président Macron l'a dit lui-même dans un communiqué hier sur X, ce serait un désastre et ce serait une nouvelle justification de la condamnation pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité du gouvernement israélien et de son armée. Bien sûr, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale sont attaquées par les États-Unis qui eux-mêmes seraient justiciables à cause de leurs crimes en Irak, en Afghanistan. Ce sentiment d'impunité de la plus grande puissance internationale, les États-Unis, et cette puissance d'Israël qui est toujours à la pointe des moyens informatiques pour pister les gens, pour les suivre, pour les tuer à distance, s'accroît. Et donc, toute cette catastrophe de la guerre sera condamnée, restera dans l'histoire comme une tâche indélébile sur l'État d'Israël, quoi que ses dirigeants disent aujourd'hui pour tenter de se défendre et de se justifier. Et d'ailleurs, la population israélienne et même le journal Haaretz l'a dit hier, ceci est catastrophique pour l'image même d'Israël, pour l'image même des Juifs dans le monde entier, dont un grand nombre maintenant protestent contre cette mauvaise représentation par un gouvernement criminel qui ne pousse qu'à la guerre, qui ne voit pas de solution politique. La guerre est toujours une impasse, seule une solution politique et pourrait sortir le gouvernement israélien et son armée de cette impasse, mais les ministres extrémistes sont incapables d'aller vers des solutions politiques et face à la perspective d'une session des Nations Unies à mi-septembre qui enfin reconnaîtrait l'État de Palestine beaucoup plus largement, y compris comme membre de l'ONU, c'est-à-dire par une reconnaissance avec l'accord des 5 membres permanents, y compris les États-Unis. Nous sommes actuellement dans une fuite en avant de ces ministres extrémistes qui veulent essayer de créer des faits accomplis, essayer de faire partir le plus possible de Palestiniens, engager des constructions. Tout ceci est un chantage à la catastrophe et ceci, effectivement, est dans les traditions de certains textes bibliques, mais c'est très malsain, ce n'est pas rationnel et c'est tout à fait condamnable et restera dans l'histoire tout à fait condamnable. L'Iran et l'Égypte ont fermement condamné les plans illégaux et criminels d'Israël visant à occuper militairement la ville de Gaza et à déplacer de force ses habitants. Lors d'une conversation téléphonique mercredi, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et son homologue égyptien Badr Abdelati ont exprimé leur profonde inquiétude face à la poursuite du génocide à Gaza par le régime israélien. Les deux ministres ont souligné l'importance de mettre fin immédiatement au génocide à Gaza et la nécessité d'envoyer de l'aide humanitaire aux habitants affamés du territoire assiégé. Araghchi a affirmé qu'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI se tiendra dans la ville saoudienne de Jeddah, fin août, à la demande de la République islamique d'Iran et de certains autres membres de l'organisation, pour discuter des derniers développements en Palestine, en particulier dans la bande de Gaza. Il a ajouté que la réunion de Jeddah sera l'occasion de coordonner les positions des pays membres de l'OCI, de prendre des mesures pratiques pour aider le peuple palestinien opprimé et de contrer les politiques bellicistes du régime israélien, en particulier son plan du soi-disant Grand Israël visant à occuper les territoires des pays musulmans et arabes. Le chef de la diplomatie égyptienne a également souligné les derniers efforts de son pays et du Qatar pour rétablir un cessez-le-feu à Gaza. La CPI a qualifié les sanctions américaines d'attaques flagrantes contre l'indépendance d'une institution judiciaire impartiale, selon un communiqué. La Cour pénale internationale a ajouté qu'elle soutenait fermement son personnel et les victimes d'atrocités inimaginables et assurait qu'elle continuerait à remplir ses mandats sans se laisser décourager et sans tenir compte d'aucune restriction, pression ou menace. Les mesures annoncées consistent en une interdiction d'entrée sur le sol américain des personnes visées et le gel des avoirs éventuels détenus
aux États-Unis et toute transaction financière avec eux. Les États-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles sanctions contre la Cour pénale internationale, CPI, qu'ils accusent de politisation visant 4 magistrats, dont un juge français, une décision saluée par Israël, mais décriée par la France et la Cour qui a dénoncé une attaque flagrante. Les sanctions américaines visent la juge canadienne Kimberly Prost, le juge français Nicolas Guillou, qui est impliqué dans le dossier du mandat d'arrêt visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi que 2 procureurs adjointes, Nazat Shamim Khan, des îles Fidji, et Mame Ndiaye Niang du Sénégal. Ils sont sanctionnés pour avoir directement participé aux efforts déployés par la CPI pour enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des États-Unis ou d'Israël, sans le consentement de l'un ou l'autre de ces pays, a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio dans un communiqué. La juge canadienne est sanctionnée pour avoir autorisé l'ouverture d'une enquête de la CPI sur des crimes présumés commis pendant la guerre en Afghanistan, y compris par les forces américaines. Le juge français est, lui, en charge d'une affaire dans laquelle un mandat d'arrêt a été délivré contre Netanyahou. La Chine a vivement condamné toute tentative d'exagérer la soi-disant menace nucléaire chinoise dans le but de diffamer le pays et de tromper délibérément la communauté internationale. Cette déclaration du ministère chinois de la Défense fait suite aux allégations des experts militaires et en contrôle des armements américains qui accusent Pékin d'entreprendre une augmentation rapide de la taille et des capacités de ses forces nucléaires. Le ministère de la Défense chinois a insisté sur le fait que la Chine respecte une stratégie nucléaire défensive et applique une politique de non-recours en premier à l'arme nucléaire. Il a ajouté qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. Ces propos réfutent les allégations du Pentagone selon lesquelles la stratégie militaire chinoise inclurait un possible recours en premier à l'arme nucléaire en réponse à des attaques conventionnelles menaçant la survie de ses forces nucléaires. Les États-Unis avancent également que la Chine envisage une invasion de Taïwan en 2027 tout en développant des armes nucléaires pouvant être lancées depuis la terre, l'air et la mer. Les autorités chinoises dénoncent les aspirations séparatistes de Taïwan qu'elles considèrent comme une menace directe à l'intégrité territoriale et à la souveraineté nationale. Par ailleurs, Taïwan bénéficie du soutien politique, militaire et diplomatique de plusieurs pays occidentaux, notamment des États-Unis, qui fournissent à l'île des armes et un appui stratégique. Ce soutien est perçu par la Chine comme une ingérence étrangère dans ses affaires intérieures et une violation du principe d'une seule Chine sur lequel repose la politique officielle chinoise depuis des décennies. Un haut diplomate russe a catégoriquement rejeté la tentative du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne d'invoquer le mécanisme de snapback prévu par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui avait entériné l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les grandes puissances, dont le trio européen. Mikhail Ulyanov, représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des organisations internationales à Vienne, a exprimé cette position mercredi sur X, anciennement Twitter. Il a rappelé que les pays eux-mêmes avaient violé d'une manière flagrante la résolution pendant longtemps et qu'ils étaient donc juridiquement empêchés d'activer le mécanisme qui rétablit les sanctions du Conseil de sécurité contre la République islamique d'Iran. Il y a un sérieux obstacle sur la voie de la mise en œuvre de cette menace, a-t-il averti, qualifiant la démarche européenne de tentative de chantage envers la République islamique d'Iran. Les États européens violent eux-mêmes la résolution 2231 et le PJAC, a déclaré le diplomate en référence à l'accord nucléaire
sous son nom officiel, le Plan global d'action commun. La doctrine de la bonne foi en droit international empêche une partie de revendiquer des droits en vertu d'un accord tout en manquant simultanément à ses propres obligations en vertu de celui-ci, a-t-il ajouté. En d'autres termes, une tentative de la Troïka européenne, E3, de déclencher un retour en arrière, malgré leur propre non-respect, serait contraire aux principes fondamentaux du droit international. La Troïka européenne a menacé d'invoquer le mécanisme d'ici la fin août, en réponse à ce qu'ils ont qualifié de violation du PGAC par l'Iran. Outre la Russie, la Chine, autre membre permanent du Conseil de sécurité, s'est également opposée fermement à cette démarche. L'Iran a vivement condamné les menaces des États-Unis d'utiliser la force contre le Venezuela, avertissant des graves risques pesant sur la paix dans la région des Caraïbes. Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé les actions américaines comme une violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Venezuela. Il a qualifié la politique des États-Unis d'illégale et d'ingérence, la décrivant comme une claire atteinte au droit international. Téhéran a exprimé sa solidarité avec le peuple et le gouvernement vénézuélien, réaffirmant le droit du pays à l'autodétermination. Le ministère iranien a également appelé le Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que le secrétaire général à intervenir face à la menace croissante pesant sur la paix régionale. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a lui aussi condamné le déploiement militaire américain dans la région caribéenne, soulignant que des tentatives de changement de régime sont à la fois illégales et inacceptables. Nicolás Maduro a déclaré que les actions américaines sapent l'ordre constitutionnel des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Il a mis en garde contre la présence militaire américaine présentée comme une opération anti-drogue qui constitue, selon lui, une menace sérieuse pour la paix et la stabilité régionale. Le président vénézuélien a affirmé que cette opération viole le droit international et la Charte des Nations Unies. Plus tôt cette semaine, le président américain Donald Trump a ordonné le déploiement de 3 navires de guerre au large des côtes vénézuéliennes sous prétexte de lutter contre le trafic de drogue. Cette décision intervient alors que l'administration américaine intensifie la pression sur Maduro, ayant récemment doublé la récompense pour son arrestation portée à 50 millions de dollars. Au cours de la dernière décennie, les administrations américaines successives ont ouvertement soutenu les opposants reconnus des gouvernements parallèles et imposé de vastes sanctions visant à renverser le gouvernement de Maduro. Les États-Unis utilisent un système indirect pour fournir des armes à l'Ukraine en tirant des bénéfices importants. Les États-Unis vendent à l'Europe des armes destinées à l'Ukraine, avec une marge de 10% imposée par Donald Trump. Ce système, révélé par le ministre des Finances américain, permet à Washington de générer des profits, pendant que Kiev prépare un contrat de 90 milliards de dollars pour acheter encore plus d'armement. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a révélé que Washington vendait des armements à des pays européens qui les revendent ensuite à Kiev avec une majoration de 10%. Cette stratégie permet à l'administration américaine de réaliser des profits tout en laissant à l'Europe la responsabilité financière du soutien militaire à l'Ukraine. Nous vendons des armes aux Européens qui les revendent aux Ukrainiens et le président Trump applique une marge de 10%.
a expliqué Bessent dans une interview à la chaîne Fox News diffusée le 19 août. Il a précisé que ces fonds pourraient servir à financer un éventuel soutien aérien dans le cadre de garanties de sécurité évoquées pour l'Ukraine. Cette opération commerciale, selon Bessent, illustre la vigilance de Donald Trump sur les intérêts économiques des États-Unis. Cette nouvelle approche s'inscrit dans un changement de posture des États-Unis. Le secrétaire d'État Marco Rubio a confirmé que Washington avait cessé de fournir gratuitement des armes à l'Ukraine. Désormais, ce sont les pays européens qui achètent l'armement américain destiné à Kiev. Un convoi d'aide du Programme alimentaire mondial a été attaqué mercredi près de la ville soudanaise de Mélit, située dans le nord Darfour et en proie à la famine, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'agence onusienne. 3 des 13 camions du convoi qui transportaient une aide alimentaire vitale destinée aux habitants du village d'Al-Saya ont été endommagés et incendiés, a précisé Gift Vatanasatorn, ajoutant que tous les membres du convoi étaient sains et saufs. Depuis avril 2024, Mélit est sous le contrôle des forces de soutien rapide FSR, des paramilitaires en guerre contre l'armée depuis plus de 2 ans. Dans une autre dépêche, l'ONG Médecins sans frontières, MSF, a annoncé mercredi avoir suspendu toutes ses activités dans un hôpital du Darfour, au Soudan, après une attaque meurtrière contre l'établissement. L'attaque a ciblé dans la nuit du 16 août l'hôpital de Zalingei, chef-lieu de l'État du Darfour central, dans l'ouest du Soudan, pays en guerre depuis avril 2023, a précisé MSF dans un communiqué. MSF a été contrainte de suspendre toutes ses activités à l'hôpital, à la suite d'une attaque armée perpétrée à l'intérieur de l'établissement, a ajouté l'ONG. L'attaque a été menée par des proches armés d'un patient emmené à l'hôpital et qui a succombé à ses blessures. Un accrochage s'en est suivi avec d'autres individus armés. Une grenade a explosé devant les urgences, selon l'ONG. MSF a précisé qu'elle ne pourra reprendre ses opérations que lorsque toutes les parties auront fourni des garanties de sécurité claires pour protéger le personnel et les patients. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre de pouvoir entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo, chef des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR.